Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors en échange, je vous invite à ma table. Et le menu, c'est la prévention du risque cardiovasculaire au travers d'une alimentation saine et équilibrée. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, même s'il y a des très bonnes boulangeries dans le coin. Alors au menu du jour, on va parler des pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire les pathologies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. Vous connaissez l'athérosclérose, troubles du rythme, etc. Ça demeure encore aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. C'est la première cause de décès prématuré chez la femme et l'adulte de plus de 65 ans en France. C'est une grande cause de handicap, seconde cause de démence et cause de dépression. Malheureusement, les pronostics et les prévisions selon l'OMS en 2030 n'augurent rien de très positif. Excusez-moi, je me rapproche du micro, on ne m'entend pas. Plus de 3% de maladies cardiovasculaires et plus de 8% pour les AVC. Un petit rappel statistique pour faire la différence entre ce qu'est un facteur de risque et un marqueur de risque. Le facteur de risque, je vous rappelle que c'est une pratique, un paramètre ou une caractéristique modifiable par l'homme, partiellement responsable de la pathologie, exemple tabac et cancer du poumon. Un marqueur de risque, c'est plutôt un témoin d'une maladie, c'est un paramètre qui n'est pas modifiable, pas de responsabilité causale dans la pathologie ou ses complications, exemple sexe masculin et cancer de la prostate. Et comme je suis cohérente avec mathématiques, je vous montre ici donc les facteurs de risque qui augurent de pathologies cardiovasculaires et vous voyez avec la flèche bleue l'alimentation déséquilibrée. Alors on ne va pas parler que de la salade. On va commencer en apéritif par l'alcool, remède ou poison. Il y a pléthore d'études sur l'alcool et les pathologies cardiovasculaires et on retrouvera toujours cette fameuse courbe en U ou en J que vous voyez, avec à l'horizontale la consommation en alcool mesurée de façon chronique. C'est essentiellement le vin qui est étudié, avec une consommation dite légère, 1 à 2 verres par jour, modérée, 2 à 3 verres, et au-delà on s'envole, c'est excessif. Et puis vous avez le risque relatif en barre verticale de contracter ou de développer des pathologies cardiovasculaires, et on s'intéresse essentiellement à l'hypertension artérielle, infarctus du myocarde et AVC. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien que pour des consommations légères à modérées, on aurait un effet protecteur de la consommation en alcool par différentes propriétés. Déjà un effet antioxydant, on sait que le vin est riche en polyphénol, un effet anti-agrégant, un effet anti-inflammatoire et une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Et sur le profil lipidique, joie et bonheur, une augmentation du taux de HDL. Et là, on se dit banco, picolon. Ben non, parce qu'au-delà des doses importantes, donc des doses excessives, 3 à 4 verres par jour, on a tous les effets délétères qui sont sur le profil lipidique. Une augmentation des triglycérides, je rappelle que l'alcool c'est gras et sucré, une augmentation du diabète, de l'hypertension artérielle et des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc l'alcool n'est pas à recommander de façon générale comme facteur cardioprotecteur, car on sait l'impact sur la santé globale, et ce, dès le premier verre, puisque vous savez comme moi que ça donne des pathologies, cancer digestif, pancréatite, accidents, etc., etc. On passe à l'entrée. Je vous propose son potager, donc voilà la salade, et sa pointe de sel. Alors on connaît les bienfaits d'une consommation régulière en fruits et en légumes, de par l'effet antioxydant. On sait que les fruits et les légumes favorisent le transit intestinal, donc l'absorption de ces derniers, et également un effet anti-inflammatoire. Néanmoins, soyons vigilants sur le mode de cuisson de ces fruits et de ces légumes. En effet, une pomme de terre vapeur, c'est pas la même chose qu'une frite. Donc, il faut faire attention à la cuisson, puisque la valeur nutritionnelle ou la qualité nutritionnelle va changer en fonction de cette dernière. J'ai du mal sur le sel, passons au sel. Alors les études montrent, c'est un constat mondial, on a une surconsommation en sel responsable de 10 à 30% des décès cardiovasculaires, avec une corrélation directe entre les apports en sel et maladies cardiovasculaires, et surtout en termes de mortalité globale. Alors qu'on sait qu'il y a un effet cardioprotecteur en abaissant cette consommation qui abaisse les chiffres de la tension artérielle. Donc la recommandation qui est faite, c'est de consommer moins de 5 grammes de sel par jour. Ça veut dire une cuillère à café par jour. Oui, c'est pas beaucoup. En pratique, on recommande de ne pas mettre de salière sur la table et de ne pas ressaler ses plats. C'est déjà un bon début. Le plat du jour, on va passer au gras. Le gras dans tous ses états. Alors, les propriétés nutritionnelles des matières grasses, elles diffèrent selon la composition et leur cuisson. Schématiquement, on a les bonnes graisses et les mauvaises graisses.
Dans les bonnes graisses, vous avez tous les acides gras dits insaturés, oméga 3, oméga 9, oméga 6, qui ont la vertu d'avoir des effets sur la fonction cardioprotectrice, excusez-moi. Ça permet en effet de lutter contre le syndrome métabolique. Sur le profil lipidique, ça monte les taux de HDL et également au niveau du diabète avec une diminution de ce facteur de risque. A contrario, on va retrouver les acides gras saturés et les acides gras trans, et en particulier les acides gras trans d'origine industrielle, qui est une catastrophe pour la santé. Pourquoi ? C'est le double effet qui se coule. On note en effet une augmentation significative du LDL cholestérol et une baisse du HDL cholestérol. Et les études montrent aujourd'hui qu'il y a un lien possible entre l'augmentation de la mortalité et la morbidité cardiovasculaire et les acides gras trans, essentiellement d'origine industrielle. Les acides gras trans d'origine naturelle, vous les retrouvez dans les produits lactés et dans les viandes. Ils ne sont pas à éliminer, mais à diminuer en termes de consommation. Et je le répète, il faut bannir les acides gras trans d'origine industrielle. Alors, l'OMS avait mis en place un guide dans les années 2000, qui s'appelait le guide Replace, qui visait à éliminer à l'horizon 2023, je crois que nous sommes en 2023, ces composés nocifs d'origine industrielle. C'est très compliqué de jouer sur l'industrie agroalimentaire. On passe au dessert, avec la pièce montée élaborée par nos présidents. Alors, petite distinction dans les sucres, parce que dans l'étiquetage, c'est très difficile de s'y retrouver. Nous avons d'un côté les sucres ajoutés, associés au jus de fruits, ça forme les sucres libres, et puis on a les sucres naturellement présents dans l'alimentation. Alors le sucre ajouté, c'est votre morceau de sucre de table, mais vous avez, n'oublions pas, tout ce qui est boissons sucrées comme les sodas, viennoiseries, etc. Et il y a pléthore de sucre dans vos plats préparés. Et la consommation excessive en sucre libre est associée à des pathologies. On va commencer par les caries chez les enfants, cancer, obésité, diabète et maladies cardiovasculaires, et notamment le risque d'AVC pour une consommation qui est supérieure à 25% des apports énergétiques totaux est multiplié par 3. Ainsi, les recommandations seraient, pour une femme très très jeune, entre 30 et 50 ans, moyennement sportive, d'avoir un apport quotidien en sucre libre qui ne devrait pas excéder 10% des calories totales, idéalement 5%, ça nous fait 5 morceaux de sucre par jour. Donc, en petit takeaway, ce que je vous propose, c'est de se souvenir de diminuer votre consommation en sel, de lutter contre la sédentarité, de limiter la consommation en produits d'origine industrielle, de ne pas fumer, lutter contre le stress et ne pas boire, ou si on doit boire, on partira sur de l'eau. On prendra une alimentation à base de fruits et de légumes. Je rappelle, plus ils sont colorés et plus ils sont antioxydants. Et des produits gras à base d'oméga 3, 9 et 6. Et je vous rappelle que la France accueille les JO en 2024. Donc faisons un peu de sport. On peut commencer par une petite marche au bord de la plage de Saint-Malo. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. Des questions dans la salle ? Là-haut. Je voulais simplement savoir, qu'en est-il pour le café ? Le café, tout dépend du café. Le café à l'américaine, on a des très très belles études qui nous viennent des États-Unis qui montrent la propension de la caféine à être bonne et notamment cardioprotectrice, mais c'est également utilisé en thérapeutique pour les céphalées par exemple, mais ça dépend du café que vous utilisez. Le café à l'américaine allongé n'a pas vraiment de vertu, donc il nous faut un café qui soit riche en caféine, et surtout c'est assez surprenant parce qu'on parle du taux seuil qu'on ne devrait pas dépasser pour avoir les effets secondaires liés à la consommation de café et de caféine en particulier. On sera à peu près à plus de 30 tasses par jour. Donc on peut consommer encore un peu de café et ça a un effet positif aussi sur le bilan lipidique avec un abaissement du taux de LDL cholestérol. C'est ce que j'ai lu dans les dernières études. Et le chocolat ? Alors,
Le chocolat, j'ai vu des études américaines là, présentées hier, me semble-t-il, avec le cacao. La problématique du chocolat, c'est que il y a chocolat et chocolat, c'est comme le café, et il est de plus en plus très riche en beurre. Et les industriels savent très bien mettre à la fois du gras, du sucre et beaucoup de sel, même dans votre chocolat. Donc il faut faire attention au chocolat qui est consommé. Et là encore, on a des valeurs seuil, dont je ne me rappelle pas, excusez-moi. Mais c'est vrai que le chocolat aurait des vertus parce qu'ils sont riches en produits antioxydants. Moi, c'est juste un commentaire et puis un remerciement pour ce menu très intéressant. En fait, lors de l'ESC en août cette année, ils ont apporté les résultats d'une étude qui montre clairement aujourd'hui que finalement le régime alimentaire méditerranéen l'emporte largement sur le régime qu'on appelait avant pauvre en graisses saturées. Je me suis posé la question, mais quelle est la différence entre méditerranéen et pauvre en graisses saturé, et en fait le méditerranéen c'est beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, peu de viande, du poisson de temps en temps, c'est pas ce qu'on le pensait initialement, et beaucoup d'huile d'olive. Donc en gros, allez dans le sud, vous allez vivre longtemps et sans infarctus. Je le choisis au marathon, moi j'y vais en bas. Merci beaucoup. Je vous en prie.